Après 4 épisodes, je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé à la mi-saison de la série She-Hulk. C'est l'occasion pour moi de revenir dessus, de faire un petit point sur ce qui nous a été raconté jusqu'à présent, de vous donner mon opinion, pour peu qu'elle vous intéresse, et peut-être de parler d'un ou deux avis qui ont été mis sur la toile et que je trouve un petit peu radicaux, hein, on va dire, mais brièvement, parce que j'aime pas trop perdre mon temps. Bref. She-Hulk, qu'est-ce que c'est au final, pour l'instant ? Eh bien, c'est clairement inspiré, dans la forme, du moins, du run de comics The Girl from Gamma 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 par Dan Slott, que je vous montre ici dans la version française des éditions Panini. Donc The Girl from Gamma Gamma Gamma, c'est marrant comme titre, hein, c'est un jeu de mots avec les sociétés estudiantines, Alpha, Delta, Epsilon et autres, qu'on retrouve souvent aux universités, on l'a déjà vu dans plein de séries, dans plein de films, des sociétés d'entraide, et donc Gamma Gamma Gamma, parce que, bah voilà quoi. Mais ce n'est pas que inspiré de ce run, c'est aussi un soupçon inspiré de John Byrne, dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente, dans le fait qu'elle brise le 4e mur, donc là ça vient clairement de là, mais aussi, je dirais, de mon point de vue, du côté irrévérencieux qu'elle commence vraiment à avoir dans la série, où elle commence à avoir conscience de l'effet qu'elle peut avoir sur les autres quand elle est transformée en She-Hulk, et elle commence à l'apprécier. Il faut savoir que dans les comics, elle ne se retransforme quasiment jamais en Jennifer Walters, parce qu'elle n'a aucun intérêt à le faire. En She-Hulk, elle est invincible, elle est super forte, elle est super belle, elle a tous les avantages. Pourquoi redevenir cette simple humaine mortelle et faiblarde qu'elle est ? Et c'est quelque chose qui est traité dans le run de Dan Slott, justement. Dans la série, prend le contrepoint avec cette femme qui, au contraire, ne veut pas, pour l'instant, qu'on la voit comme un objet, comme un monstre, comme un animal de foire, et qui préférait, si possible, rester telle qu'elle est. Mais on sent, notamment dans le 4e épisode, qu'elle commence à se dire « Ah, c'est peut-être pas si mal que ça d'être la sensationnelle Miss Hulk ». Donc on le retrouve là-dedans. Ça se construit comment ? Eh bien, donc c'est une comédie judiciaire, hein, clairement, comme ça nous avait été vendu dès le départ, avec des affaires qui se résolvent, enfin des histoires qui se résolvent en un épisode, plus ou moins. Les histoires, elles se chevauchent d'un épisode à l'autre. Et après chaque générique, on a une scène post-crédit humoristique qui n'a aucun impact sur le reste de l'histoire. L'histoire, justement. Jennifer Walters est une jeune avocate célibataire avec un crédit étudiant sur le dos et en passe de se faire une place au sein du ministère public. C'est une personne assez commune, bien que brillante, mais elle a la particularité d'être la cousine du célèbre Bruce Banner, alias l'incroyable Hulk. Alors qu'elle fait un road trip avec ce dernier, ils sont victimes d'un accident de la route. Jennifer, réussissant à s'extraire de l'épave, s'empresse de porter secours à son cousin. Dans l'opération, du sang de Bruce pénètre dans une plaie de la jeune femme. Par le jeu de la génétique et du scénario, Jennifer Walters se retrouve contaminée par des particules gamma et devient alors très grande, très forte et très verte. Après quelques pérégrinations, Bruce Banner décide de la prendre en charge pour la former, bien conscient du fardeau qu'elle s'apprête à porter pour le restant de sa vie. Sauf que notre héroïne ne semble pas souffrir des mêmes troubles que son cousin. Elle conserve sa personnalité même transformée, apprend très vite à changer de forme à volonté et donc est parfaitement apte à vivre en société sans danger. Sans danger, à part pour sa profession. En effet, lors d'un procès l'opposant au célèbre cabinet J&K&H, la terrible influenceuse Titania fait irruption dans le tribunal. Walters est contrainte de se révéler en tant que Miss Hulk pour neutraliser la menace, ce qui lui vaudra être renvoyé car trop embarrassante pour le procureur. À la grande surprise de l'avocate, c'est Holloway, le patron du cabinet J&K&H, qui viendra lui offrir un job. En tant que dirigeante de la division des droits des super-humains destinée à gérer les affaires concernant les êtres doués de pouvoirs particuliers. Accompagnée de son ami Nikki, de son collègue Pug et au principe de sa rivale Mallory, elle va gérer des affaires comme celle de l'Abomination, de Wong contre un charlatan ou encore d'un ancien collègue de boulot s'étant fait escroquer par une change-forme asgardienne. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense de cette série ? Eh bien j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Marvel Studios ne nous a pas menti, c'est une comédie judiciaire au ton léger, c'est effectivement ce qu'on a. C'est pour ça que je comprends pas trop certaines critiques vis-à-vis de... Alors je comprends, attention, on aime ou on n'aime pas, ça c'est propre à chacun, on est réceptif ou pas à l'humour, ça c'est propre à chacun, ça, personne n'a le droit de juger ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas dans une œuvre, ça c'est clair. Par contre, quand j'entends certaines personnes dire « mais c'est nul, il se passe rien, il n'y a pas d'enjeu, tout ça », j'ai envie de dire, les gars, c'est comme ça que ça nous a été vendu. C'est une comédie judiciaire. Alors, je reviens sur le terme comédie. Beaucoup de gens ont tendance à penser qu'une comédie, c'est forcément quelque chose où on va se pisser dessus de rire en permanence. C'est pas ça, une comédie. Une comédie, c'est quelque chose qui divertit, qui est divertissant. Avant toute chose, c'est ça, une comédie. Une comédie, c'est une œuvre dans laquelle les personnages vont un petit peu critiquer les us et coutumes de la société aussi, sur le ton, mais toujours sur un ton très léger. Et c'est effectivement quelque chose
dans lesquels on est censé se marrer quand même un peu de temps en temps. Mais là, encore une fois, comme je l'ai dit, l'humour, c'est... Moi, j'ai pas eu de fou rire dans cette série, mais il y a eu des moments où j'ai franchement souri et franchement rigolé à certains moments. Je dois bien l'avouer. Mais ça, comme je vous l'ai dit, l'humour, après, c'est subjectif. Mais si on s'en tient à la définition de la comédie, eh bien, She-Hulk, c'est ça. Et ça nous a été vendu comme ça. Donc on peut difficilement lui en vouloir. Je vais également parler du casting, que je trouve assez intéressant. Alors, jusqu'à présent, je trouve que Marvel Studios, dans les récents castings, c'est plutôt bien débrouillé. Je vais faire référence à l'autre série, la précédente série qui était Miss Marvel, dont j'ai pas parlé parce que ma chaîne n'existait pas encore, mais Iman Vellani, ça a été un vrai coup de cœur. Miss Marvel, c'est un personnage que j'appréciais pas des masses dans les comics, dont j'attendais rien, mais c'est la série, je l'ai regardée de bout en bout, principalement du fait d'Iman Vellani, que je trouve pétillante, que je trouve adorable, que je trouve investie dans son rôle. Et ma foi, elle m'a vendu la série. Et c'est la même chose avec Tatiana Maslany. Alors, Tatiana Maslany, c'est une actrice qui a plus d'expérience, que j'avais déjà vue dans la série Orphan Black par le passé, que je savais être talentueuse, donc là-dessus, j'ai pas été surpris. Mais là aussi, je trouve que vraiment, elle incarne, elle habite vraiment le personnage et elle lui donne sa touche personnelle. Et j'ai été vachement agréablement surpris. Mais c'est aussi le cas d'un peu tous les autres personnages qui gravitent autour. S'il y avait un mauvais casting, mais alors c'est un peu dur de dire ça, c'est le personnage de Pug. Pug, dans les comics, c'est un homme hyper intelligent, c'est un homme hyper intègre, donc il fait partie de la division des droits des super-humains. Et alors dans le comics, ils habitent tous dans le même immeuble. Ils ont un appartement de fonction. Et en fait, il est toujours là à rendre service à Jennifer Walters parce qu'il est tout simplement à fond de cale sur elle. Il essaie par tous les moyens de l'inviter à boire, sauf que Miss Hulk, elle a fait partie des 4 Fantastiques, elle a fait partie des Avengers, donc forcément, elle a plutôt tendance à sortir avec des superstars, des fils d'eux, des super-héros, des trucs comme ça, donc en fait, elle ne le voit pas du tout. Elle reconnaît sa valeur en tant qu'avocat, mais elle l'a complètement friendzoné. Et c'est un gars qui, physiquement, est pas moche, mais commun. Il s'habille pas super bien, il a des costumes relativement simples, il a un peu le dad body, il a pas la super coupe de cheveux. Et l'acteur, dont j'avoue ne pas connaître le nom, qui interprète Pug dans la série, eh bien c'est un peu tout le contraire. C'est un très bel homme, je trouve, il présente très bien, il est très bien coiffé, il a le visage taillé au couteau, les costumes qu'il a dans la série sont super classe. C'est pas le gars qu'on ne va pas remarquer, c'est pas le gars qu'on ne va pas voir. Donc je trouve que là-dessus, ils auraient peut-être dû caster quelqu'un d'un peu plus quelconque pour le personnage de Pug. Mais bon. À côté de ça, par contre, je l'ai trouvé très sympathique comme acteur et ses interventions dans la série, je les ai trouvées vraiment très très bien. Hein. J'ai absolument rien contre cet acteur que je trouve fort bon et fort sympathique. C'est juste que par rapport au personnage que j'ai découvert dans les comics, mais ça n'a pas été la vision de Marvel Studios du personnage de Pug aussi. Peut-être qu'il ne sera pas friendzoné, peut-être qu'il n'y aura pas cette idée qu'il veut sortir avec elle, même si dès qu'il la rencontre avec Nikki, il se montre tout de suite très très serviable avec son petit panier de bienvenue. Bref, donc les plus que je donnerais à la série, c'est vraiment donc ce côté léger, ce côté original. Ce que j'aime bien chez Marvel Studios, c'est qu'ils tentent des choses, notamment avec WandaVision. S'ils ont été plus sages dans Falcon and the Winter Soldier ou encore avec Loki, s'ils ont été un peu plus dans des errances scénaristiques avec Moon Knight, où j'ai jamais compris où ils voulaient en venir, mais là encore, Moon Knight, excellent casting. Hein. Oscar Isaac, s'il y est pas, dans Moon Knight, la série, elle n'existe même pas. Bref, on ne parle pas de ça. On peut reconnaître que, contrairement au film, où on reste vraiment dans les cases super-héroïques, carrées, Marvel Studios, telles qu'on les connaît jusqu'à présent, dans les séries, ça tente, ça fait des propositions. La proposition, c'est toujours important, ça permet d'être un peu original, ça permet de voir autre chose, de voir des développements différents. Alors, She-Hulk, moi qui la connais depuis un certain temps, pas personnellement, dans les comics, c'est un personnage qui n'a jamais été vraiment au premier plan. Elle est passée entre les mains de John Byrne, elle est passée entre les mains de Dan Slott, qui lui ont vraiment donné quelque chose, qui ont donné vraiment de la substance. Mais c'est un personnage, il ne faut pas croire que Stan Lee, il l'a créé par amour des femmes, par féminisme ou quoi que ce soit. Pas du tout. Stan Lee, il l'a créé uniquement pour sécuriser les droits d'une Hulk version féminine. Basta. Et c'est un personnage qui a jamais eu sa place, une place vraiment prépondérante dans les comics. Oui, elle a fait partie des Avengers. Oui, elle a fait partie des 4 Fantastiques en l'absence de la chose. Mais ça a toujours été soit bref, soit ça a été un membre comme ça, mais ça a jamais été Captain America, Thor ou Iron Man.
Partant de là, le fait qu'elle ait sa propre série, le fait qu'on la mette en avant comme ça, je trouve que c'est plutôt bien. Mais c'est pas elle qui va aller terrasser Kang le Conquérant. C'est pas le personnage qui est fabriqué pour ça. Maintenant, ce que j'apprécie aussi chez elle, et là, c'est là que je vais revenir un peu sur certains points qui m'ont un peu chagriné sur la toile, c'est on a reproché le côté peut-être un peu féministe de la série. Mais je vois pas ce qu'on peut lui reprocher en fait. Là aussi, et ça on l'a déjà vu aussi dans Falcon and the Winter Soldier, sur le problème racial qu'il peut y avoir aux États-Unis, je trouve que s'il y a un personnage qui est à même de parler des problèmes de traitement des femmes dans une série, c'est justement She-Hulk. Et elle le fait de manière, je trouve, relativement élégante. C'est pas avec les gros sabots, franchement, Marvel a déjà fait des choses assez catastrophiques, notamment dans certains films comme Endgame, où là c'est vraiment avec les gros sabots, des scènes cringe qui n'ont rien à foutre là. Là au contraire, c'est une jeune femme, elle est avocate, elle a tout le temps affaire à des mecs qui pensent savoir mieux qu'elle, qui la critiquent, qui la paternalisent au maximum. Et justement, le dialogue qu'elle a au moment avec son cousin, où elle dit « mais moi je gère tout le temps ma colère ». Quand on me siffle dans la rue, quand on essaie de me raconter mon domaine d'expertise, quand on me prend de haut, quand tout ça, tous les jours de ma vie, je suis obligé de contenir ma colère. Eh bien, si vous, ça vous dérange ce genre de discours, peut-être qu'il faut essayer d'ouvrir un petit peu les yeux. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons de morale, mais moi, dans mon travail, je suis parfois témoin de ce genre de choses. Et le traitement des femmes comme sac à viande, je l'ai vu et revu un sacré paquet de fois. Je fréquente une salle de muscu. Ça veut dire. Donc, je trouve que le traitement du féminisme là-dedans, le féminisme qui est important, parce qu'il faut en parler, c'est un vrai problème. Je trouve que c'est relativement élégant. La manière dont le personnage de Fair Walters l'amène, c'est plutôt bien amené. Ça nous fait pas sortir de l'histoire. Justement, c'est un personnage de Hulk qui, normalement, est censé se trigger avec la colère. Donc c'était plutôt intelligent de le faire venir comme ça. Et c'est pas quelque chose qu'elle nous rabâche à longueur de temps. Donc moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, comme je vous l'ai dit, la comédie, ça parle aussi des problèmes de société. Et c'en est un. Et moi, je trouve que ça fait plutôt mouche de ce côté-là. Encore une fois. Après, c'est vrai que j'ai été très étonné de la présence de Megan Thee Stallion dans un épisode de She-Hulk. Alors là, j'ai dit, tiens, Disney, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Megan Thee Stallion, alors je la connaissais pas avant l'épisode, enfin je la connaissais pas, je l'avais vue sans savoir qu'elle était là. C'est une rappeuse qui a un énorme succès aux États-Unis, elle est très 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 influente. Et c'est du même niveau que Cardi B, qui est déjà plus connue dans nos contrées, mais c'est aussi du même niveau sur les contenus de ses chansons, qui essentiellement tournent autour du fait d'avoir des relations sexuelles avec des mecs bien, de se faire lécher certaines parties du corps, d'elle-même lécher certaines parties du corps de l'autre, et de mettre en avant les parties de son corps. D'ailleurs, dans la scène post-crédit du 3e épisode, qui a tant fait réagir les foules, parce que She-Hulk a twerké, mon dieu, une femme bouge ses fesses, vite, appelez la police. Je rappelle que dans les comics de John Byrne, She-Hulk, elle fait de la corde à sauter à poil, sur 2 pages. Et justement, elle dit, mais ce qu'on m'oblige à faire pour vendre des trucs. Donc non, She-Hulk qui twerk, c'est absolument pas complètement hallucinant. Mais il y a une chanson, la chanson de Megan Thee Stallion qui passe en fond, et il se contente juste du refrain extrêmement inspiré qui est body, odi, 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 odi. Mais il ne parle pas du reste des paroles. Alors, je vous ai pas fait la traduction de tous les lyrics, il y a énormément d'argot, juste du refrain qui est donc body, odi, 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 donc le corps. Body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Je vous traduis ça. Le corps de fou, tout en rondeur, canon, des gros nichons et une taille fine. Et toutes les chansons de Megan Thee Stallion sont comme ça. Donc, alors moi j'aime beaucoup, j'ai écouté, j'aime bien le flow qu'elle a, les basses et tout, franchement j'ai écouté ça, j'ai bien apprécié. Et une femme qui parle de son corps et de ce qu'elle en fait et du pouvoir qu'elle peut avoir sur les mecs, moi ça me gêne absolument pas, j'adore. En plus Megan Thee Stallion est une femme sculpturale. Pas très naturelle, mais sculpturale. Maintenant, dans un Disney, c'est surprenant. J'avoue, c'est surprenant. Je sais pas ce que ça laisse présager, mais bon, en tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Ça m'a pas choqué, au contraire, ça m'a bien fait rire. Et puis surtout que le personnage fait beaucoup d'autodérision quand on la voit dans la salle du tribunal en disant il n'y a qu'une seule Megan Thee Stallion bitch avec son petit ventilateur portable pour rester fraîche. Moi, ça m'a fait rire.
Voilà, il y a rien. En fait, il y a rien dans cette série que je trouve qui puisse déclencher des réactions de haine comme j'ai pu en voir. Il y a un argument aussi qui me dérange beaucoup, mais qui me dérange beaucoup dans cette série, mais en général. C'est un argument que j'entends depuis que je suis gamin. C'est nul, lisez plutôt les comics. Alors, toi qui me regardes, si tu as employé cet argument, je ne t'en veux pas, je ne te juge pas, ne le prends pas personnellement, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est même un argument que moi, j'ai eu à de nombreuses reprises par le passé. Aujourd'hui, il me fatigue cet argument, parce qu'il n'a pas lieu d'être en fait. Quand je vous dis que depuis gosse, à l'époque c'était les films. Ah, ce film-là, il est bien, mais franchement, j'ai lu le roman, c'est 10 fois mieux. Oui, ouais. Très souvent, le roman est 10 fois mieux que le film. Très souvent, le comics est 100 fois mieux que l'adaptation en série ou en film. Et j'ai envie de dire encore heureux. Parce que dans une bande dessinée, quelle que soit son origine, et encore plus dans un roman, la seule limite, c'est l'imagination de l'auteur. Dans le run de Dan Slott, à un moment, Jennifer Walters est embauchée par des entités judiciaires cosmiques dont je ne connaissais pas, mais je ne me rappelle plus du nom, le judicat, je ne sais plus. Enfin, c'est des espèces de juges cosmiques qui la font venir sur une planète parce qu'il y a un doyen de l'univers. Donc les doyens de l'univers, c'est une race d'extraterrestres extrêmement ancienne. Et chacun a une spécificité, et celui-là, sa spécificité, c'est le combat. Et en gros, il tyrannise une planète entière et propose à celui qui le battra de prendre sa place en tant que maître de la planète. Et ça se passe sur un ring avec des gants de boxe. Toujours un ton très léger, vous aurez remarqué. Et Adam Warlock, qui est présent, donc Adam fucking Warlock, qui est présent sur ce ring, avec Gamora, Pipe le troll, n'hésite pas à parcourir l'univers à la recherche d'un quelqu'un qui soit capable de battre ce mec pour prendre sa place, parce qu'il supporte pas qu'il soit un tyran. Et à la fin, ça se passera avec Miss Hulk, qui va donc aller l'affronter, se prendre une rouste pas possible, puis Pug, toujours lui, va lui faire comprendre, mais t'as remarqué que quand tu t'entraînes en tant que Jennifer Walters, tu fais un peu de muscu, bah t'es exponentiellement plus forte en tant que Miss Hulk, et donc en fait elle va s'entraîner en tant que Jennifer Walters, prendre du steak, et une fois qu'elle sera transformée, elle sera immensément plus forte et vaincre ce personnage. Donc c'est une autre planète, il y a des entités de partout, il y a des personnages comme Adam Warlock, Gamora, Pipe le troll, il y a aussi une histoire avec Ben Grimm, donc la chose. C'est génial, c'est super, j'adorerais le voir adapté en série, mais vous imaginez le budget qu'il faudrait ? Et puis, Adam Warlock, il a été casté, Pipe le troll, il a été casté, Gamora, on la connaît déjà, donc il faut faire revenir les acteurs, et ça coûte cher. Donc c'est sûr, le comics est meilleur. Ah, je vous cache pas que le comics est meilleur. À un moment, il y a une affaire avec des gardiens, juste génial. Mais voilà, les gardiens, c'est pareil, ça coûterait une blinde à adapter. Donc c'est normal qu'on ne retrouve pas nécessairement les mêmes histoires. Après, attention, la série a des gros points faibles, et notamment le côté judiciaire que je trouve qui est pas assez mis en avant. Dans le run de Dan Slott, c'est vraiment des affaires, chaque numéro, c'est une affaire. Début, milieu, fin, avec des recherches dans les archives, des interrogations, c'est vraiment des affaires qui sont rondement menées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment, je suis d'accord, vraiment pas assez mis en avant dans la série. C'est très faible là-dessus. C'est dommage. Il manque aussi des protagonistes. Elle a une équipe qui est beaucoup plus complète dans le comics. Notamment un personnage dont j'ai oublié le nom mais que j'aime beaucoup, qui est un peu l'archiviste. C'est un gros geek, et les archives de JKNH, j'arrive pas, du cabinet d'avocats, ces archives là en fait c'est des comic books très quatrième mur, très méta. En fait tout ce qui se passe dans la Terre 616 existe aussi sous forme de comics Marvel. Et le cabinet d'avocats a tous les comics sortis depuis le numéro 1 jusqu'à présent, et c'est recevable juridiquement parce que c'est une source historique valable. Et donc ils vont là-dedans, et lui, il l'aide à résoudre notamment une affaire un peu épineuse, et c'est vachement bonheur. Il y a aussi un personnage de Andy, qui est une intelligence qui était autrefois un ennemi, une espèce de golem sans cervelle, qui là a été transformé, et qui finalement est un homme à tout faire, absolument apprécié de tout le monde. Il y a la petite fille de Holloway, qui possède un gant qui lui donne une force prodigieuse, et qui est une ado absolument horrible. Elle est rebelle, elle est mal polie, c'est vraiment la crise d'adolescence en puissance, mais en plus elle a ce gant qui lui donne une force surpuissante. Donc seul She-Hulk est à même de la dompter et d'essayer de la remettre un peu, de la recadrer un petit peu sur un chemin un peu plus raisonnable. Donc oui, le comic c'est mieux, bien mieux. Maintenant l'argument n'est pas valable.
Et l'argument de dire le roman est mieux n'est pas valable. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. On n'a pas eu les aventures de Tom Bombadil, parce que sinon le film, il aurait fait 6 heures. C'est toujours mieux. Donc, c'est... Moi, mon truc, c'est regarder la série. Prenez plaisir à la regarder. Si vous l'appréciez, appréciez-la. Si vous ne l'appréciez pas, eh ben tant pis, ne la regardez pas. C'est pas grave, il y a d'autres choses à regarder. C'est pas les séries qui manquent. Et si vous pouvez, si ça vous intéresse, lisez aussi le comics. Comme ça, vous aurez plus de choses, plus de profondeur, ça ira plus loin. Et si vous avez apprécié le personnage dans la série, eh bien, vous allez jouir de toute la profondeur que peut vous apporter le comics. Le run de Dan Slott, encore une fois, si on fait abstraction des dessins qui, voilà, moi je suis pas fan, est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Maintenant, on va conclure cette vidéo avec vers quoi ça nous mène. Il nous reste 5 épisodes, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien déjà, je pense pas trop mouiller en vous disant que ça va être beaucoup trop court. Ça va être beaucoup trop court. On nous présente ça comme une comédie judiciaire, mais 9 épisodes, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour une comédie judiciaire. Ally McBeal n'avait pas des saisons de 9 épisodes. Si tu veux faire une comédie judiciaire, il faut faire justement, et c'est là, je pense aussi que c'est de là que vient le fait que le côté judiciaire n'est pas assez mis en avant et mal construit. C'est parce que si tu veux vraiment faire une comédie judiciaire correcte, il faut que tu fasses des affaires bien cadrées sur 1, 2, voire 3 épisodes, et faire ça sur 20, 24 épisodes par saison, pour que ça soit intéressant. Mais avec 9, qu'est-ce que tu veux raconter? Si tu fais 9 épisodes avec à chaque fois des affaires, il sera passé quoi dans ta série? Rien. Or, je pense que, malgré la crainte de beaucoup, je pense que Marvel Studios a quand même envie de poser un enjeu dans cette saison. Alors, on a le retour à la fin de l'épisode 4 de Titania, avec son litige judiciaire. Est-ce que Titania va être l'antagoniste de cette saison? Je pense que oui. Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Une surprise? Qu'en est-il du trailer où on a vu Daredevil débarquer en costume noir et jaune avec ses sticks? Est-ce que c'est vraiment Daredevil? Est-ce que c'est pas Deadpool costumé en Daredevil qui nous ferait une farce? Parce que lui aussi, il y a une rumeur comme quoi il débarquerait dans pas longtemps. Et au-delà de la série She-Hulk, on a aussi Hulk. Bon, Hulk qui a beaucoup fait parler de lui parce que mis d'une manière qui ne plaît pas, surtout aux fans du personnage. Ce que je peux comprendre, maintenant dans cette série-là, avec le contexte de la série, ça ne me choque pas du tout. Ça m'a beaucoup plus dérangé dans les derniers films Avengers. J'ai bon espoir, peut-être que c'est un espoir vain, un vœu pieux, mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, quand Disney va totalement posséder les droits du personnage, ils vont partir sur autre chose. Qu'est-ce qui me donne cet espoir? C'est justement l'épisode 1 de la série, où on voit le vaisseau de Sakaar débarquer. Et l'épisode suivant, ou le 3e, je sais plus dans lequel, où elle appelle, je crois que c'est dans le 2, où à un moment Jennifer Walters appelle son cousin, et son cousin est dans le vaisseau en partance vers Sakaar. Or, les connaisseurs de Hulk le savent, Hulk qui part sur Sakaar, normalement ça amène à Immortal Hulk, et plus tard à World War Hulk, qui là est un super run qui met vachement bien en avant le personnage. Donc, moi ça me laisse espoir que l'an prochain, quand Disney va complètement posséder les droits du personnage, ils vont développer l'histoire de Hulk vers ça, et qu'on va retrouver le Hulk, on va retrouver, surtout les fans, parce que moi j'ai qu'une connaissance superficielle du personnage, qu'on va retrouver le Hulk tel qu'on l'a toujours voulu, en fait, ce Hulk agressif, déchaîné, puissant, quasiment invincible. Voilà, pour résumer, je pense que la série va être trop courte, qu'on va avoir un goût d'inachevé à la fin, mais c'est souvent le cas des séries Marvel, qui s'acharnent à faire des mini-séries extrêmement courtes, je comprends pas pourquoi. J'espère qu'on va se diriger vers une ouverture pour le personnage de Hulk, et vers une ouverture vers une deuxième saison, qui sera peut-être plus ambitieuse, si celle-ci a du succès, c'est toujours pareil. Voilà, enfin en tout cas j'espère que cette longue, peut-être un peu trop longue vidéo, je vais essayer de faire un montage un peu dynamique pour que ça s'étale pas trop, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 4 premiers épisodes, et ce que vous attendez de la saison, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le personnage de Hulk? J'apprécierais beaucoup de le savoir, et je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres sujets, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt.